Bien, nous abordons maintenant la deuxième séquence de ce chapitre, dont l'objectif, je le rappelle, est de voir comment on peut déterminer, à partir d'un exemple, les différentes composantes de la matrice associée au tenseur des contraintes, qui est vraiment l'élément mathématique central dans un problème de contrainte. Et donc cette deuxième séquence va nous amener à revoir des choses sur les contraintes, le vecteur contrainte, la matrice associée au tenseur des contraintes et la relation de Cauchy que l'on exploitera dans la séquence suivante. Alors la contrainte, je dis toujours que c'est ce qui fait mal. Pourquoi ? Parce que bien si son intensité dépasse ce que peuvent supporter les matériaux, on atteint la rupture, et si on atteint la rupture, on n'est plus en mécanique des milieux continus. Donc la contrainte est une grandeur vectorielle, elle va se matérialiser par le vecteur contrainte, dont on verra qu'on le décomposera en une composante normale et une composante tangentielle, et naturellement les contraintes font partie des champs de sortie de la mécanique des milieux continus et seront, au travers de lois de comportement, par exemple la loi de Hooke, reliées au terme de la matrice associée associée au tenseur des déformations. Alors, ce qui est un peu gênant dans la pédagogie, c'est que les déplacements, on les voit, les déformations, on les voit, et les contraintes, les contraintes, ça va être des sollicitations internes, et donc par définition, on ne les voit pas. Il faut les conceptualiser, par contre, on en perçoit la conséquence. Et ce qui est rappelé sur ce transparent, c'est que en coordonnées cartésiennes, si on dispose en tout point d'un solide de l'objet mathématique que vous voyez en bas à droite, c'est-à-dire la matrice associée au tenseur des contraintes, à partir de la relation de Cauchy en particulier, on va pouvoir faire l'étude du solide sollicité. Alors, revenons sur des choses élémentaires. On dispose d'un milieu continu, auquel on n'a pas donné une forme particulière sur cet exemple. Ce milieu continu, comme on va travailler avec des grandeurs vectorielles, on va le positionner dans un repère géométrique, en coordonnées cartésiennes, en coordonnées cylindriques, en coordonnées sphériques. Ce milieu continu est sollicité. En mécanique, il va être sollicité soit à partir d'actions ponctuelles, c'est ce qu'on voit en bas à gauche, soit à partir de charges, de forces uniformément réparties. Ça peut être, par exemple, dans le cas du barrage, la distribution de la pression liée à l'eau sur le parement amont. Ça peut être la pression atmosphérique, ou ça peut être tout simplement la masse d'une poutre entre deux appuis. C'est une charge répartie. Alors, ce que connaît l'ingénieur, c'est la position et la distribution des sollicitations extérieures. Et ce qu'on cherche à savoir, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ce solide, en tout point M, et naturellement, le point M, on va le situer sur une facette, sur une surface, qui va permettre de couper le milieu continu en deux, une partie 1 et une partie 2. Au niveau du point M, on va prendre un petit élément de surface, ce qui permet, en intégrant, de couvrir naturellement toute la surface. Ce petit élément de surface, on va le repérer systématiquement par sa normale unitaire sortante, et naturellement, le vecteur contrainte est défini comme étant le rapport de df sur ds en ce point. Voilà. Donc la notation CMN se dit textuellement le vecteur contrainte en un point M sur une face de normale n. Et l'objectif de la mécanique des milieux continus, c'est d'apprendre à déterminer ce vecteur contrainte en tout point M du solide, et d'autre part pour n'importe quelle surface passant par le point M. Et ensuite, avec des méthodes adaptées, comme on va le voir, on va chercher le point et l'orientation pour laquelle ce vecteur contrainte possède des composantes, par exemple, maximales. Voilà, donc les contraintes, c'est quoi ? C'est l'ensemble des forces surfaciques s'exerçant sur un milieu continu. Et on verra, dans le cadre du barrage poids, que pour satisfaire l'équilibre, on prendra en compte les forces surfaciques et, puisque c'est un barrage poids, les forces volumiques.
Alors revenons non plus à un solide difforme, mais à un solide parallélépipédique. On s'intéresse à une surface de ce petit parallélépipède. La normale unitaire sortante est repérée et j'ai volontairement grossi la petite surface pour qu'on puisse mieux voir les choses. À un point même, eh bien voilà le vecteur contrainte. Alors le vecteur contrainte, on peut toujours, et ça c'est une propriété importante, le décomposer en une somme de deux composantes, une composante normale, sigma indice n, et une composante tangentielle, tau. Voilà. Pour avoir la composante normale, il suffit de faire le produit scalaire du vecteur contrainte par le vecteur n, et pour avoir la composante tangentielle, là encore, on fait une projection orthogonale, et donc on fait le produit scalaire du vecteur contrainte par le vecteur t, qui est directement orthogonal à n. Chose importante, le vecteur contrainte s'écrit donc sous la forme sigma n que multiplie n plus tau que multiplie t. Et nous le verrons dans un autre chapitre, le plan porté par les axes n et t s'appelle le plan de Moore. C'est dans ce plan que l'on va décrire l'évolution de l'extrémité du vecteur contrainte. Alors, cette forme de décomposition va être un tout petit peu approfondie sur le transparent suivant, où on considère que l'axe horizontal, cette fois-ci, est l'axe porté par le vecteur Ex, donc sigma n est égal à sigma x, et la composante tangentielle tau va être redécomposée sous la forme d'une composante tau xy et sous la forme d'une composante tau xz. C'est-à-dire qu'on va pouvoir écrire la composante tangentielle et l'expression générale du vecteur contrainte bien maintenant en fonction des trois vecteurs unitaires qui portent dans un système cartésien les axes du repère. Donc le vecteur contrainte en un point M sur la face de normale n, ici n est égal à Ex, est égal à sigma xx. Sigma x, c'est la composante normale, plus eh bien, la décomposition de la composante tangentielle tau que nous avons vu sur le transparent précédent, tau xy, ey, plus tau xz, z. Alors on va donner des significations à toutes ces notations indicées. Sigma i, ce que l'on appelle sigma indice i, c'est la composante normale du vecteur contrainte qui s'exerce sur une face de normale i dans la direction petit i. Donc on a en coordonnées cartésiennes sigma petit x, sigma petit y, sigma petit z. Les composantes que l'on appelle tau ij, par exemple dans ce cas de figure, tau xy et tau xz, bien tau ij de façon générique c'est la composante tangentielle du vecteur contrainte qui s'exerce sur une face de normale petit i dans la direction petit j. Voilà. Donc on aura dans le système cartésien des composantes de type tau xy, tau xz et tau yz par exemple. Alors, toutes ces composantes vont être regroupées dans un objet mathématique qui sera exploité ensuite sous différentes formes, qui s'appelle la matrice associée au tenseur des contraintes, et cette approche est due à un Français qui s'appelait Cauchy. Donc voilà comment on écrit la matrice associée au tenseur des contraintes, sigma, en un point même dans un système porté par les axes x, y, z. Cette matrice fait apparaître trois termes diagonaux, sigma x, sigma y, sigma z, qui sont les composantes normales. Ces composantes normales vont induire de la compression et de la traction, et ensuite des composantes tangentielles, tau ij, de façon générique, qui elles vont induire eh bien, du cisaillement. Alors, nous avions démontré dans une autre présentation cette propriété intéressante, c'est que la matrice associée au tenseur des contraintes est symétrique. Donc en fait, le problème consiste à estimer uniquement 6 inconnus, les 3 termes diagonaux, et puis 3 termes extra-diagonaux. Par exemple, tau xy, tau xz, tau yz. Alors, dans le cas du barrage, et de manière générale, on a tout intérêt à regarder, avant de se lancer dans des calculs, si on ne peut pas, d'un point de vue physique, simplifier l'écriture de la matrice associée au tenseur des contraintes. Alors, on l'a dit dans le transparent
précédent, les termes taux IJ, qui représentent des composantes tangentielles, vont provoquer du cisaillement. Le cisaillement, on peut le corréler à des glissements. Alors regardons qu'est-ce qui se passe si, dans le barrage, la composante taux YZ se manifestait. Taux YZ, c'est quoi? C'est la composante tangentielle du vecteur contrainte qui s'exerce sur une face de normale Y, donc elle a été repérée sur la figure, dans la direction Z. Eh bien, si la composante taux YZ se manifestait, eh bien, on aurait un glissement de la partie 1 par rapport à la partie 2, que vous voyez sur la figure, et ce glissement est naturellement empêché. Pourquoi? Parce que aux deux extrémités de ce barrage, eh bien, se situent des éperons rocheux sur lesquels on vient ancrer le barrage. Donc on peut dire avec un raisonnement physique que dans ce cas de figure, eh bien, taux YZ est égal à 0. Si on ne le prend pas en compte à cette étape-là, eh bien, on pourra le retrouver, mais à partir d'équations, d'équilibre. De même, regardons qu'est-ce qui se passe pour la composante taux XZ. Taux XZ, c'est la composante tangentielle du vecteur contrainte qui s'exerce sur une face de normale petit x. Elle est représentée ici avec la normale moins x, mais ça n'a aucune espèce d'importance, dans la direction z. Ça veut dire que sur cette surface que vous voyez apparaître à l'écran, on verrait, si cette composante n'était pas nulle, apparaître un glissement de la partie 1 par rapport à la partie 2. Comme sur le transparent précédent, le barrage est appuyé sur des éperons rocheux à ses deux extrémités, donc on ne peut pas avoir de glissement dans cette direction-là, donc là encore, la physique, l'analyse du problème nous permet d'écrire que taux xz est égal à 0. Et donc par voie de conséquence, la matrice associée au tenseur des contraintes ne présente plus que 4 inconnus. Les 3 termes diagonaux, sigma x, sigma y, sigma z, et puis uniquement 2 termes qui sont égaux, extradiagonaux, taux xy et taux YX, puisque la matrice est symétrique, c'est la même chose. Donc on a 4 inconnus. Et donc il faut apprendre à reconnaître cette forme générique de matrice. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle un problème de déformation plane, et il y a beaucoup de problèmes que l'on peut traiter de manière analytique quand on est dans des conditions planes. On va décomposer cette matrice en une somme de 2 matrices, comme vous voyez à l'écran. Une matrice où tout va se passer dans le plan XY, c'est-à-dire le plan de la section verticale du barrage, et donc cette sous-matrice, 2 fois 2, eh bien, les fonctions de dérive vont nous permettre, ça sera dans la séquence suivante, d'estimer les composantes sigma x, sigma y, taux xy. Et ensuite, eh bien, on fait la somme avec une autre matrice, alors une matrice qui ne contient qu'une composante suivant l'axe z, ça sera sigma z. Sigma z, c'est la composante normale du vecteur contrainte sur une face de normale z dans la direction z. Et là, bien, ça va être les lois de comportement du matériau qui vont nous permettre d'estimer cette composante. Ça sera la loi de Hooke. Donc, quand on est dans un problème appelé ici de déformation plane, eh bien, il faut prendre le réflexe de scinder le problème en 2 parties. On va d'abord faire l'étude d'une matrice 2,2 pour décrire ce qui se passe dans le plan, et ensuite on ira chercher la loi de comportement pour décrire ce qui se passe sur l'axe transverse au plan. Voilà. Alors, maintenant, dernier outil dans ces rappels, comment on fait pour calculer le vecteur contrainte en un point M? Eh bien, on utilise la relation de Cauchy, c'est-à-dire que si l'on connaît la matrice sigma en un point M, dans le repère x, y, z, il suffit de multiplier par la normale unitaire sortante en un point M à la surface qui nous intéresse pour trouver le vecteur contrainte en ce point et sur cette surface. Chose qui est très importante, il faut que les normales soient unitaires. Autrement, bien naturellement, on ne peut pas comparer ce que l'on voit dans le repère géométrique porté par les axes x, y, z et ce que l'on voit sur une facette dont la normale ne serait pas unitaire. Et puis, naturellement, l'objet, on en a déjà parlé, de la mécanique des milieux continus, bien ça va être, une fois qu'on connaîtra le vecteur contrainte en tout point, dans l'exemple du barrage, bien, cela consiste à connaître le vecteur contrainte en tout point le long de l'arête AB,
long de l'appui du barrage sur le substratum rocheux, eh bien, de manière analytique, de manière graphique, de manière numérique, on cherchera à savoir où ça fait le plus mal, c'est-à-dire où la contrainte risque d'atteindre par son intensité des valeurs critiques, et donc dans ce cas-là, ne pas satisfaire la condition d'appui du barrage. Dans l'exemple qui est ici, donc on va s'intéresser à la partie réduite de la matrice associée au tenseur du contrainte, la partie 1, qui permet de décrire tout ce qui se passe dans le plan XY. Les termes de cette matrice vont provenir de l'eau qui pousse sur le parement amont du barrage. La continuité des matériaux va induire des contraintes à l'intérieur du solide, et en particulier le long de l'arête AB. Le long de l'arête AB, le vecteur contrainte sera décomposé en deux composantes. Une composante normale, sigma n, c'est la composante stabilisatrice verticale, et une composante tangentielle tau, c'est ce qui va éventuellement provoquer un glissement. On verra, on dira comment on fait pour limiter le glissement. Et naturellement, l'étude de la composante normale du vecteur contrainte en tout point entre A et B va permettre de dessiner, de caractériser à partir d'une fonction ou d'un dessin la distribution des contraintes et donc l'appui du barrage sur le substratum rocheux. Voilà, on arrive à la fin de cette partie sur les rappels des contraintes, de la matrice associée au tenseur des contraintes et du vecteur contrainte, et donc naturellement, pour terminer cette séquence, nous allons nous livrer à un petit quiz. Tout d'abord, que désigne-t-on sous le nom de contrainte? Deuxième question, que représente le terme taux indice IJ dans la matrice associée au tenseur des contraintes, et quelle est la conséquence de ce terme? On retrouve la même question avec la composante sigma indice I. Comment l'appelle-t-on et quelle est la conséquence? Qu'appelle-t-on le plan de Moore? Et enfin, démontrer en coordonnées cartésiennes la relation de Cauchy et préciser quel en est l'intérêt. Donc voilà pour cette deuxième séquence, et dans la troisième séquence, nous allons appliquer les quelques équations que nous avons vues dans le rappel sur les contraintes au barrage pour illustrer les étapes de la méthode de résolution qui nous conduira à estimer la matrice associée au tenseur des contraintes. Donc je vous dis à tout de suite pour la séquence 3.